Rebonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière partie du MOOC de refiningisexciting.com consacré au raffinage de pétrole. Cette quatrième et dernière partie est consacrée au dernier outil dont dispose le raffineur pour faire davantage de produits à haute valeur ajoutée à partir du brut, la conversion. Souvenez-vous, je vous ai laissé dans un terrible suspense à la fin de la troisième vidéo, après avoir produit une coupe VGO dont on ne savait pas encore qu'en faire. Vous vous doutez bien que ces molécules sont bien trop lourdes pour les incorporer aux poules essence, kérosène ou diesel. L'idée consiste donc à transformer ces molécules lourdes en molécules plus légères, ou autrement dit à les convertir. Et on va voir ensemble qu'il existe deux grandes façons de les convertir, suivant que l'on veut produire de l'essence ou du gazole. Commençons par la première voie, celle que l'on appelle le FCC. Le FCC vient de l'anglais, ou plutôt de l'américain, Fluid Catalytic Cracking. Autrement dit, craquage catalytique fluide en français. Comme son nom l'indique, on va faire réagir les molécules pour les craquer en milieu gazeux et en présence d'un catalyseur. Cette fois-ci, le catalyseur n'est pas en lit fixe, c'est-à-dire que le catalyseur va circuler avec le VGO vaporisé. Les molécules à craquer et le catalyseur vont être en contact pendant environ 1 seconde. Et pendant 7 secondes, le VGO va se convertir en produits divers. Du gaz et un peu d'H2S, de l'essence, environ 50%, du gazole, environ 20%, mais aussi du VGO non converti que l'on appellera slurry, pour environ 15%. Voyons de plus près comment ce FCC s'intègre dans le schéma d'une raffinerie. L'essence de FCC est soufrée, puisque le catalyseur du FCC s'est contenté de casser les molécules, mais il n'a pas enlevé le soufre. Il faudra donc hydrotraiter l'essence de FCC avant de l'envoyer aux poules essence. En revanche, du fait qu'elle a été produite à haute température, elle contient une proportion importante d'aromatiques et donc un RON élevé, ce qui lui permet de ne pas repasser par la case reforming. Le gazole doit aussi être hydrotraité avant de rejoindre le pool diesel moteur. Quant au slurry, on en fera du fioul. La seconde voie de conversion du VGO est ce que l'on appelle l'hydrocracking. Cette fois-ci, l'unité ressemble beaucoup à une unité d'hydrotraitement de gazole ou d'essence. La différence notoire, ce sont les conditions opératoires. On va monter jusque les températures de 400 à 450 degrés et à des pressions pouvant aller jusqu'à 180 bars. Dans ces conditions extrêmes et en présence d'hydrogène, le VGO va se convertir en gaz plus H2S, en essence pour environ 20%, mais surtout en kérosène et gazole pour environ 70%. Voici ce que ça donne dans le schéma d'une raffinerie. Le naphtha de l'hydrocracker doit repasser par la case reforming puisqu'il a été produit en présence d'hydrogène. Il a donc peu d'aromatiques et doit être reboosté en RON avant d'aller au pool essence. Le kérosène et le gazole peuvent aller directement au pool kérosène et gazole puisque l'hydrogène de l'unité a non seulement craqué les molécules, mais les a également désulfurées. Si on résume, voici la répartition en produits finis selon que l'on aura construit un FCC, un hydrocracker ou rien du tout. C'est d'ailleurs le cas de base à gauche dans cet histogramme. On voit que le schéma de base produit environ 50% de fioul, quand le schéma avec FCC ne fait plus que 30% de fioul. Mais il a tendance à produire de l'essence. En Europe, on a un marché très dieselisé et on préfère produire du diesel. L'hydrocracking répond à ces enjeux en permettant de produire 50% de gazole à partir du brut. Et voilà comment le raffineur réussit à augmenter la production de produits finis à partir de brut, en investissant dans des unités de conversion. Avant de conclure, j'aimerais que l'on parle un peu d'hydrogène dans la raffinerie, car on a vu ensemble que l'hydrogène était très important dans l'usine. En effet, on a vu que l'hydrogène était indispensable au bon fonctionnement de la raffinerie. On en a besoin dans les unités d'hydrotraitement pour enlever le soufre.
Mais d'où vient cet hydrogène? Si vous vous souvenez de la seconde vidéo, on a vu que lorsque l'on produit des aromatiques dans le reforming, on déshydrogène des naphthènes et on produit au passage de l'hydrogène. La nature est bien faite, puisque pour satisfaire l'octane demandé par les législations, on doit produire de l'hydrogène. Et cet hydrogène est réinjecté dans les unités qui en ont besoin. La question que vous vous posez peut-être, c'est « Mais est-ce que la nature est si bien faite que ça? Et est-ce que l'on produit assez d'hydrogène pour les besoins de la raffinerie ?» La réponse est oui et non. En effet, si le brut est BTS et que l'on n'hydrotraite pas toutes les coupes, je vous rappelle que l'on peut avoir deux voies différentes pour le kérosène, alors oui, cet hydrogène suffit. En revanche, dès lors que l'on a un brut HTS, ou encore lorsque la raffinerie dispose d'un hydrocracking, il faudra que la raffinerie se procure de l'hydrogène par ailleurs. Dans ce cas, deux façons. Soit elle achète de l'hydrogène à l'extérieur de la raffinerie, ou alors elle construit une unité qui permet de produire de l'hydrogène. En général, on produit de l'hydrogène à partir de gaz naturel, en le réformant. Attention à ne pas confondre avec le reforming de naphtha. On le réforme dans une unité que l'on appelle SMR, pour Steam Methane Reformer. On fait réagir le gaz naturel avec de la vapeur d'eau, en présence d'un catalyseur, et on produit au passage de l'hydrogène et du CO2. Enfin, l'H2S que l'on récupère des coupes désulfurées est envoyé dans une unité qui permet de récupérer le soufre élémentaire pour l'exporter dans l'industrie chimique. Et voici l'heure de la conclusion. Comme on l'a vu ensemble, l'industrie du raffinage est une industrie à haut degré de technicité qui demande des femmes et des hommes avec une forte compétence pour s'adapter à un marché en évolution et très concurrentiel. Pour ceux qui aiment le génie des procédés, c'est un terrain de jeu fantastique puisque l'on fait intervenir tous les domaines du génie chimique, de la séparation à la réaction chimique. Cette industrie est aussi en perpétuelle évolution, que ce soit à cause des bruts à traiter, qui changent, plus lourds, plus soufrés, plus acides, mais aussi à cause des législations qui changent, en faveur des économies d'énergie, des réductions d'émissions de CO2 ou d'évolution des spécifications produits. Le raffineur doit aussi évoluer pour faire davantage de produits finis pour les transports et davantage valoriser ses fuels. Enfin, en Europe, le marché est dit mature et le raffineur doit s'adapter soit en jouant sur sa capacité à trouver de nouveaux débouchés et ou en adaptant son schéma de raffinage. Les biocarburants sont aussi une voie intéressante et je vous invite à me retrouver pour un second MOOC dédié spécifiquement aux biocarburants sur refiningisexciting.com. Enfin, cette industrie se mondialise, car on ne raffine plus forcément sur les lieux de consommation. En effet, les pays producteurs de pétrole se mettent eux aussi à raffiner leurs propres bruts et exportent des produits finis. Nous voici arrivés au terme de ce MOOC. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder ces vidéos que moi à les concevoir. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à me retrouver sur refiningisexciting.com pour réagir en allant sur mon livre d'or par exemple. N'oubliez pas de répondre au quiz sur refiningisexciting.com. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour un autre MOOC.